terminer ce qu'on va faire aujourd'hui. Je viens d'effacer un numéro, il faut que j'ajoute 1. Me dites rien. C'est 5 ? Le nouveau ou l'ancien ? 4, c'était l'horizon. Le nouveau, c'est ça. 4 puis 5. 5. Ne me perturbe pas, je l'avais. Alors, 5 puis 5, traverser l'horizon. Et juste pour rappel de ce qui précède et puis pour rajouter un élément, donc quand on a les coordonnées T et R, les rayons de lumière ici suivent les trajectoires qui ont cette tête-là, avec des asymptotes ici qui sont comme ça. Et alors ça, c'est les rayons qui sont en train d'aller vers le trou noir. On peut faire la même chose avec ceux qui sont en train d'en sortir. Je vais les mettre en jaune. Le calcul est vraiment très similaire. On trouve des choses comme ça, qui finissent par être à 45 degrés. Quand on est loin du trou noir, là, tout se passe comme si on était dans l'espace-temps plat. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste là sur la figure qui est là, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est de vous montrer ce qu'on appelle les cônes de lumière, justement. En un point donné, un cône de lumière, c'est la surface qui est définie par les rayons lumineux qui sont émis par ce point. Ici, là, en ce point-là, ce qu'on appelle cône de lumière. Ici, en dimension 2, bah, c'est finalement ces deux points-là, enfin ces deux petits segments-là. Et on dessine très souvent ça de cette manière-là. On met un petit truc comme ça pour que ça évoque un cône, comme si on rajoutait une dimension, ce qui n'a pas tellement de sens, hein, mais c'est un peu c'est symbolique. Ça veut dire, en gros, voilà la forme du cône de lumière. Et ce qu'on voit ici, là, sur la figure qui est là, c'est quand on se rapproche de l'horizon du trou noir, les cônes de lumière se referment. Vous avez ici ce bord-là du cône de lumière qui se redresse, qui n'est plus à 45 degrés, et là qui se redresse encore plus. Voilà, quelque chose comme ça. Et en fait, on peut montrer aussi, non seulement il se redresse, donc le bord gauche se redresse, mais le droit aussi quand on se rapproche, et finalement les cônes de lumière se referment. Donc dans ces coordonnées-là, on a l'impression que des cônes de lumière comme ça se ferment, et du coup la lumière ne pénètre jamais du côté, ne pénètre jamais dans l'intérieur du trou noir, qui est limité par cette surface de Schwarzschild R égale A. Donc, on va voir maintenant un changement de coordonnées qui permet de s'affranchir de ce problème. Et alors pour ça, donc vous allez faire une partie du travail vous, parce que il suffit de poser en gros le changement de coordonnées, puis après ce qui est intéressant c'est de faire soi-même le changement de coordonnées dans la métrique et puis voir ce que ça donne. Alors on a vu tout à l'heure, le point de départ c'est que C est relié à R de cette manière-là. CT, c'est moins R ici pour une coordonnée en 30, moins A log de probablement R sur A moins 1. Et ça, donc ça serait l'équation finalement d'une des courbes blanches qui est ici. Si je veux l'ensemble des courbes blanches, si je veux la suivante, là, elle est obtenue à partir de la première en ajoutant un delta t constant. Donc, si cette courbe-là, je la décale vers le haut d'une certaine quantité, j'obtiens une autre équation qui est reliée à celle-là, avec simplement ici une constante en plus. La constante qui est là, je vais l'appeler P. Hein, donc P, finalement, c'est un indice, ici, c'est un nombre, une constante ici, qui nous dit de quelle ligne de lumière entrante on est en train de parler. Voilà. Donc on en a choisi une de référence, et ensuite en la décalant de P, on obtient toutes les autres. Précisément, il se trouve que si on prend comme coordonnée ça c'est un nombre qui décrit la ligne de lumière qu'on considère, si on prend ça comme coordonnée, ça élimine une partie des divergences qui se trouvaient dans la métrique de Schwarzschild. Donc, le premier changement de coordonnées qu'on va faire, c'est ça, c'est T donne P. Voilà. Donc, plus précisément, si vous voulez, on a R et T, on transforme ça en R et P. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de calculer la forme de la métrique dans ces nouvelles coordonnées. Donc on aura ici quelque chose qui va être en R2 dθ2 plus sinus carré θ des phi. Voilà, ça c'est la partie qui est ici, qui n'est pas modifiée par tout ça, mais le changement de coordonnées qui est ici va faire intervenir à la place du dt2, on aura un dp2 ici avec quelque chose d'autre devant,
Le DR2, lui, on va voir qu'il est un petit peu modifié aussi. Et voilà. Et on va s'apercevoir aussi qu'il y a un terme croisé en fait dans cette métrique-là. Donc on aura plus quelque chose qui dépend de dp et de dr. Allez-y, faites le changement de coordonnées. Alors c'est peut-être un peu brutal de vous dire ça comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est calculer ici, par exemple, dt égale, vous allez ici avoir quelque chose en fonction de dp et puis de dr. Et cette fonction ici de dp et de dr, vous allez la mettre dans le dt carré qui est ici. Voilà. Donc allez-y, calculez dt en fonction de dp et de dr. Alors, la valeur absolue vous gêne? Non, mais en fait, justement, il faut qu'elle soit là. Hein. La primitive de 1 sur x moins 1, c'est log de valeur absolue de x moins 1. C'est-à-dire que ici, quand s'il n'y avait pas la valeur absolue, ça ne serait pas défini quand x est plus petit que 1. Or, quand x est plus petit que 1, la dérivée, c'est encore donné par ça. Quand x est plus petit que 1, la valeur absolue qui est ici, moi je peux faire, hein. Quand x est plus petit que 1, ça c'est log de 1 moins x. Vous êtes d'accord? Quand on dérive ça, ça donne 1 sur moins 1 sur 1 moins x. Donc ça donne 1 sur x moins 1. Voilà. La dérivée de ça, c'est ça. La dérivée de log de x moins 1, c'est aussi ça. Donc la valeur absolue, ça prend en compte les deux cas. Bon, c'est parti. Je le fais. Je fais dans mon coin. Sans me tromper. Bon, moi je trouve ça. Donc la partie la plus, un peu compliquée, c'est la dérivée du log. Donc, je trouve que ça me donne ça. Et quand on groupe les dr entre eux, on le met au même dénominateur, et puis il y a le moins 1 ici qui se simplifie bien, ça donne ça. Et tout ça, je vais le mettre dans le... Du coup, je vais mettre le dt carré qui est ici, là-dedans. Bon, c'est parti. Bon, ça faites-le aussi, du coup, ds carré, allez, hop. Donc le dt qui est là, vous remplacez ici ça par ça, et vous allez voir que les termes en dr carré, ce que vous allez obtenir, se simplifient un petit peu entre eux. Je vais le mettre au carré, ça va être plus long. Allez. Donc ce qui nous intéresse, c'est 1 moins a sur r fois ça au carré. C'est parti. dp2 moins R2 sur A2 sur R sur A moins 1 au carré dR2 et avec le double produit moins 2 dr dp sur R sur A moins 1 moins dr2 sur 1 moins A sur R et puis plus le terme angulaire voilà. Alors c'est un petit peu long mais bon il n'y a pas vraiment de difficulté. Je développe alors avant de développer regardez bien, je vais faire un truc au tableau ici. Avant de développer le produit, vous voyez que là si je divise en haut et en bas par R2 sur A2, ça va faire 1, et je divise ça par R2 sur A2, ça va faire 1 moins A sur R ici dans le carré. Puis je l'enlève, et ça fait 1 moins A sur R.
C'est pas mal, ça va être plus facile à simplifier avec ça. Et là, je vais faire, est-ce que je fais pareil là? Oui, ben oui, sauf que j'ai oublié dans le double produit, j'ai oublié le R sur A. Donc voilà, je le mets ici, le R sur A, et du coup je peux diviser en haut et en bas par R sur A, et ça fait ici 1 moins A sur R. Voilà, donc là c'est plus facile de développer maintenant parce qu'on voit vraiment les trucs qui se simplifient. C'est parti, 1 moins A sur R dp carré, plus, alors je prends le double produit qui est là d'abord, moins 2. Ce terme-là se simplifie avec celui-là, il reste tout simplement ici dr dp. Okay. Les termes en dr carré, j'en ai ici. Ça se simplifie partiellement avec le dénominateur qui est ici, donc ça fait plus dr2 sur 1 moins a sur r, moins, et alors là, on tombe à genoux, les yeux au ciel, parce que ce terme-là se simplifie avec celui-là en fait. Et puis le terme, allez, je vais noter d oméga 2, tout ce truc-là. C'est un angle solide, je n'ai pas envie de plus l'expliciter que ça, et je l'écris comme ça. Et vous voyez que du coup, ce terme-là se simplifie avec celui-là. Ça, c'était lui là, une fois qu'on l'a multiplié avec son contrefacteur, avec lui. Donc du coup, il reste quelque chose qui est finalement assez simple. 1 moins a sur r dp carré, moins 2 dr dp, moins r2. J'ai de la place, donc je réécris tout l'angle solide. Voilà. Donc voilà la forme de la métrique dans ces nouvelles coordonnées où on a remplacé le temps par cette coordonnée P. Alors, je vous mets en garde, hein, on pourrait se dire, ouais, c'est quand même un peu bizarre son truc là, parce que on avait T qu'on comprend bien, et puis on remplace par P qui n'a pas trop de signification physique. Le début de la phrase n'est pas correct. T, vous n'avez pas spécialement une bonne idée de ce que c'est. Hein. C'est une variable qui est liée au temps, mais voilà, c'en est une, et ce n'est pas le temps lui-même. De la même façon, P ici, c'est une variable reliée au temps, ce n'est pas le temps lui-même. Et donc, de la même façon qu'avant, dans les variables qui sont ici, pour passer de T vraiment au temps physique, au temps propre au taux, il faut utiliser la métrique. Ben là, ça va être pareil. Pour passer de cette coordonnée temporelle P au temps physique, ben on utilise la métrique. Voilà. Et cette forme-là, elle est un petit peu plus simple que celle-là. On va étudier le mouvement radial de la lumière dans ces coordonnées-là. Le mouvement radial, donc ça veut dire quoi, mouvement radial? Ça veut dire que ça se déplace que suivant R, donc ils ont les particules à même θ et même phi tout le temps. Donc mouvement radial, ça va vouloir dire qu'on ne s'occupe plus de ça. Là. Donc on a juste le ds2 qui est donné par ça. Je vais l'écrire, comme j'ai pas envie de... J'ai pas vraiment envie de le réécrire. En fait, ce que je vais faire, c'est simplement ça. Voilà, le mouvement radial, ça veut dire que ça, on l'enlève. Et on va partir de ce ds carré-là. Et alors, mouvement radial de la lumière. Qu'est-ce qu'on sait comme propriété importante pour la lumière sur la quantité qui est là? ds carré égale 0. Ouais, ds carré égale 0. La lumière, c'est caractérisé par ça. Tout ça, c'est nul pour la lumière. Donc on a 1 moins a sur r, dp carré, moins 2 dr dp, égale à 0. Donc je vais tout diviser ça par dr au carré, ce qui me dit que 1 moins a sur r fois dp sur dr au carré, moins 2 dr, il y en a qui simplifie, il y en a qui va au dénominateur, dp sur dr est égal à 0. Et ben voilà, le mouvement de la radiale de la lumière, il faut trouver, on va vouloir trouver par exemple P en fonction de R, comme avant on avait trouvé T en fonction de R sur la figure qui est ici. Maintenant on veut P de R, il suffit ici de trouver par exemple dP sur dr et puis d'intégrer. Donc là on va avoir deux types de solutions pour ça. Vous voyez qu'on peut simplifier par dP sur dr, à condition qu'il soit non nul. On peut avoir ou bien dP sur dr est égal à 0, ou sinon on peut simplifier. Je vais écrire les deux possibilités tout de suite et on va s'attacher à l'une puis à l'autre. Ou, si dP sur dr n'est pas nul, on a dans ce cas qu'on peut simplifier par cette quantité. On a 1 moins a sur r dP sur dr moins égal à 2. Voilà. Donc ça, c'est les deux possibilités qui sont offertes par l'équation qui est ici.
dp sur dr égale à 0, ça veut dire ça que p est égal à une constante. Voilà. Je le mets de côté au chaud, on va y revenir. Et pour ce qui est là, ça nous dit que dp sur dr est égal à 2 sur 1 moins a sur r. Donc dp c'est égal à 2dr sur ça. Ben, voilà, on va intégrer ce truc-là. Ça nous dit que je vais tout diviser par, comme tout à l'heure, je vais mettre un a en facteur. Donc on a dr sur a sur 1 moins a sur r. Et je vais tout multiplier par r sur a. Bon, ça m'embête d'avoir un truc en 1 sur r ici. Donc je multiplie tout par r sur a. Ça fait 2a r sur a d de r sur a sur r sur a moins 1. Ça vous dit quelque chose, ça, ce truc-là? En fait, on a déjà calculé cette intégrale. Donc ça nous dit que P, c'est l'intégrale, c'est 2A fois l'intégrale de x dx sur x moins 1. Ça, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Je le refais quand même rapidement. Mais 2A, ça fait x moins 1 plus 1, donc c'est 1, ça fait 2A facteur de x. Et x, on a dit que c'était r sur a. Voilà. Et on a ensuite un plus 1 sur x moins 1, donc log 2a, log de valeur absolue de x moins 1, c'est-à-dire r sur a moins 1. Voilà, plus une constante. On simplifie un petit peu par les a, p c'est 2r, plus 2a, log de r sur a moins 1, plus une constante. Donc, si on traçait dans le diagramme PR, dans les grandeurs qui sont ici, alors je ne vais pas aller bien loin dans ce dessin-là parce qu'on va faire encore une toute petite modif, mais juste que ça dirait ici, P égale constante, ben, ça serait des droites comme ça. Voilà. Donc là, ça semble un peu bizarre. Voilà. On va faire un changement qui va modifier ces lignes-là. Et puis ça donnerait ici P égale 2R plus 2A1. Ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure pour le T en fonction de R. En fait, c'est vraiment les mêmes genres de variables. Donc, on aurait aussi des courbes à celles qui ressembleraient à celles qu'on avait obtenues juste avant. Alors, donc, je ne m'attarde pas sur ça parce que la coordonnée en fait, qu'on utilise et qui porte un nom consacré, c'est celle qu'on obtient en ajoutant encore R à P. Et ça s'appelle du coup les coordonnées d'Eddington. Finkelstein. Si vous n'avez pas un nom à coucher dehors, vous n'avez pas le droit de faire de la relativité générale. Et donc elles sont définies par... Je vais mettre le bon signe, parce que ça je ne le connais pas par cœur. On retranche R. C'était c'est P moins R. Voilà. Donc c'est pas donc cette nouvelle coordonnée, je vais l'appeler CT', je reviens avec une notation avec un T, mais je mets un prime pour bien dire que c'est pas pareil que tout à l'heure, et on l'obtient à partir de notre coordonnée temporelle P qu'on vient de déterminer ici, en retranchant R. Et donc ça donne ici, ça vous dit qu'on a deux possibilités pour ça, c'est ou bien une constante moins R, ou bien ici, si je retranche R à ça fait R plus 2A log de R sur A moins 1 plus une constante. Voilà, c'est ça que je vais tracer au tableau. C'est ces coordonnées qui me disent quelque chose d'intéressant. Alors les premières ici, CT' égale constante moins R. Ça a quelle tête ça? Donc on veut un T' en fonction de R là-dedans. Donc c'est des droites et qui sont du coup comme ça. C'est censé être une droite ça. C'est ça? Ok, j'ai mis dans le bon sens. Tout va bien. Donc effectivement, ça
ça décrit des droites de ce type-là. Alors, il y en a tout un tas, hein, selon la constante, elle va être plus ou moins haute, voilà. Donc les réseaux de droite sont de ce type-là. Je vais mettre ça comme ça, on va avoir avec un T' croissant. Donc voilà, les trajectoires radiales des photons, c'est ça qu'on est en train de construire, dans ces coordonnées-là, c'est décrit par des droites qui sont à 45 degrés comme ça. Ça, c'est vraiment super intéressant, super agréable donc, comme propriété. C'est la même chose que dans l'espace-temps plat de Minkowski. On a vu tout à l'heure hein, que les lignes d'univers des photons, c'était des lignes à 45 degrés dans ce sens-là et puis d'autres dans ce sens-là. Alors on va voir que pour celles qui sortent, elles ont des formes différentes. Mais on a ici effectivement des coordonnées. Donc les photons entrants se dirigent suivant des lignes qui sont à 45 degrés dans ce diagramme-là. Et le truc qui est vraiment important, intéressant ici, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas A là-dedans, il n'y a pas le rayon de Schwarzschild. Ici, il n'y a absolument rien qui limite le fait que ces lignes peuvent pénétrer à l'intérieur de R égale A. A est ici, je vais le mettre comme ça, mais juste pour rigoler. Voilà. Ça, c'est l'horizon. Et bien, vous voyez, ici, on a des coordonnées qui rentrent effectivement dans l'horizon. Donc, avec ces coordonnées-là, on arrive bien à décrire comment la lumière rentre là-dedans. Je vais aussi tracer les autres courbes qui sont ici, là. Donc, ça, pareil, on prend l'ordi, on y fait tracer. En particulier, qu'est-ce qui se passe quand R est égal à A? Non, bah rien, non, en fait, c'est idiot de se demander ce qui se passe en R égale A, parce que R égale c'est juste un point. C'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Non, bah je vais vous les tracer en fait. J'essaie de trouver un truc malin pour vous faire deviner à quoi ça allait ressembler. Mais je vais juste vous les tracer. Ça fait des choses comme ça. Alors, c'est la même courbe hein, qui est décalée comme ça vers le haut, plus ou moins haut à partir d'une courbe initiale. Ça se finit par là-bas avec des courbes aussi à 45 degrés comme tout à l'heure. Et l'important, c'est que voilà, ça va aussi vers l'intérieur de cette manière-là. Ça, pareil, on prend la même et puis on la remonte. Voilà, on a tout un tas comme ça. Donc, on en trace une comme ça et une comme ça. Et puis après, suivant la valeur de la constante qu'on prend là, on peut remonter ces courbes jaunes et les descendre, ce qui fait l'ensemble du faisceau qui est ici. Et ces courbes-là, elles vont comme ça, là. Et du coup, je peux maintenant ici, de nouveau, comme tout à l'heure, tracer les cônes de lumière. En un point donné, quelle tête ont les cônes qui contiennent tous les rayons lumineux, ou tout même toutes les particules possibles et imaginables. Si je me mets là, par exemple, on voit que le photon part à gauche dans cette direction-là, donc le cône de lumière est délimité par là, par ce segment-là, et à droite, il part comme ici. Donc le cône de lumière, voilà, il a cette tête-là, et il n'est pas trop déformé. Maintenant, je vais suivre ici cette ligne-là et je vais continuer à tracer les cônes de lumière. Vous voyez que le cône de lumière s'incline, enfin le bord droit s'incline, donc il va par là-bas. Il continue de s'incliner. Et quand il arrive sur l'horizon ici, vous voyez qu'il se passe un truc. Le bord droit ici devient vertical et le cône de lumière est complètement tourné vers l'intérieur du trou noir à cet endroit-là. Voilà. Et puis ici, il se ferme en plus, mais il est de toute façon là complètement vers l'intérieur. Voilà. Vous le voyez là se fermer le cône de lumière. Et donc là, ça vous dit, voilà, avec ces coordonnées dont on s'est affranchi en partie de la singularité, donc le cône de lumière est comme ça veut dire qu'une particule ici pourra aller aussi bien vers la gauche que vers la droite ici. Mais vous voyez que plus on s'approche du trou noir, plus ça devient difficile pour elle d'aller vers la droite. Et en particulier, une fois qu'on a passé l'horizon, là, c'est absolument plus possible de revenir en arrière. Le cône de lumière est tourné vers l'intérieur du trou noir. Et donc, c'est inexorable, la particule ne peut plus sortir. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc, les coordonnées d'Eddington-Finkelstein. Il y a aussi, vous trouvez dans la littérature anglo-saxonne, un terme qui s'appelle rain coordinates. Donc je ne sais pas trop le traduire, donc les coordonnées de pluie, c'est un peu bizarre. C'est ça. Et en fait, ça, c'est parce que
quand on essaie de réfléchir à ce que veut dire en fait la construction qui est ici avec le P, finalement ce qu'on est en train de faire d'une certaine manière, c'est on s'assoit sur un photon et puis on suit le photon. Voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. On ne peut pas le faire, mais on imagine qu'on le fait. Et donc tout se passe comme si on faisait pleuvoir des photons vers l'intérieur du trou noir et on se met sur les gouttes de pluie. Donc voilà, ça c'est donc une manière de régulariser la métrique de Schwarzschild, en partie, hein, je dis en partie parce qu'il reste quand même, il y a un terme ici qui devient égal à 0 sur l'horizon. Vous voyez que ça ne gêne pas ici pour définir les coordonnées de ce type-là. On les appelle aussi coordonnées entrantes, celles-là, parce qu'on peut aussi faire la même manip, mais d'une autre manière. Là, ce que j'ai fait pour arriver à ces coordonnées-là, c'est que je suis parti de ça. Voilà, et je suis parti finalement de la coordonnée, enfin de la ligne d'univers d'un photon qui est en train d'aller vers l'intérieur du trou noir. J'aurais très bien pu prendre des coordonnées qui partent vers l'extérieur du trou noir, partir de ça avec des plus ici. On avait aussi des photons qui font ça, ceux qui vont vers l'extérieur, faire les mêmes manips que tout ça. Ça aurait changé certains signes. Et en fait, on aurait trouvé un autre système de coordonnées, pas celui-là, qui aurait donné une autre figure que celle-ci. Je vais vous la tracer. Donc, je ne vous remets pas ce que ça change. Hein. Ça change certains signes, ça c'est dans les notes aussi. Et alors là, ce qu'on trouve cette fois-ci, c'est encore plus bizarre. Je ne sais pas si tout à l'heure c'était bizarre, mais là pour le coup ça va être bizarre. Vous allez hurler. On trouve des trucs comme ça. Ça, c'est ce qui faisait le pendant tout à l'heure de P est égal à moins R plus constante. Ici, on aurait P égale R plus constante. Enfin, CT' égale R plus constante. Donc, on a des droites qui sont dans ce sens-là. Et puis, comme tout à l'heure, et elles sont comme ça. Donc là, ça va à 45 degrés, là aussi. Et puis, celle-là, on la reproduit plein de fois vers le haut. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Et là, ça fait quelque chose comme ça. Comment, à votre avis, je me suis aperçu que je m'étais trompé? En fait, c'est ici, là, quand on est loin du trou noir, ça doit ressembler au cône de lumière habituel. C'était pas du tout le cas de mon dessin tout à l'heure. Et donc ici, effectivement, si je représente le cône de lumière, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Là aussi, donc, si j'ai bien fait mon dessin, tout ça, c'est des lignes qui sont à peu près à 45 degrés. Top. Et le truc bizarre, c'est ce qui se passe quand on approche du trou noir ici. On voit que les cônes de lumière, cette fois-ci, sont incurvés vers l'extérieur. Enfin, ils sont dirigés vers l'extérieur. Donc ça décrit quelque chose a priori, à laquelle on ne s'attend absolument pas. Donc, ici, ce sont des objets qui ne peuvent que sortir de l'objet. Ils ne peuvent pas rentrer. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées sortantes. Et donc ça vous dit que, alors, dans la métrique de Schwarzschild, il y a ce genre de possibilité. On peut arriver, en prenant un jeu de coordonnées qui va bien, à décrire des particules qui ne peuvent que sortir de cet objet. Vous savez comment ça s'appelle cet objet? Alors, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, au trou blanc ou fontaine blanche, on peut inverser à la fois l'adjectif et le mot, mais effectivement, c'est un trou blanc ou fontaine blanche. Et ça, c'est un comportement donc le fait que on peut avoir des particules qui ne peuvent que sortir, c'est un comportement qu'on ne voit pas dans les coordonnées de Schwarzschild. Mais quand on fait le changement qui va bien, celui que j'ai décrit là, et on voit en fait un comportement nouveau qui est effectivement possible, au moins en théorie. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des objets dans la nature dans lesquels ça s'est vérifié, mais en pratique c'est possible. On peut après se poser la question, est-ce que ça existe, comment ça se manifeste, comment ça peut se former, etc. Donc j'en parlerai peut-être une autre fois, je ne sais pas, mais en tout cas pas maintenant. Et alors, il y a des gens qui sont encore plus malins que ça, et alors là je ne vais pas trop faire les calculs liés à ça, parce que sinon vous allez... il est 5 heures. Je prends 5 minutes encore, juste pour vous décrire encore un autre jeu de coordonnées. Là je ne vais pas vous faire les calculs. Ça c'est aussi dans les notes. En fait, il y a tout un tas de jeux de coordonnées différents qu'on peut utiliser pour régulariser les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y en a un qui s'appelle le coordonnées de Kruskal. Et
et qui mélange en fait en quelque sorte les coordonnées entrantes et les coordonnées sortantes. Vous voyez que là, ce qui est pas mal dans les coordonnées entrantes, c'est que ça nous a donné des lignes qui étaient dans cette direction-là pour les photons qui vont vers le trou noir. Les coordonnées sortantes, ça donnait des lignes qui allaient bien aussi dans cette direction, dans la direction qu'on trouve dans Minkowski pour les photons qui sortent. Ben, on peut arriver à mélanger les deux changements de variables pour faire quelque chose qui donne un diagramme qui a cette tête-là. Il y a deux nouvelles variables qu'on appelle U et V. Je vais vous donner leurs expressions quand même. Donc, elles sont définies, ces coordonnées U et V, par U2 moins V2 est égal à... Là, vous avez pleuré. R sur Gm moins 1 facteur de exponentielle de R sur 2Gm. Bon, là, on y aurait pensé un peu, simplement. Et T est égal à 2Gm log de U plus V sur U moins V avec une valeur absolue. Voilà. Donc c'est pas très symétrique, là c'est T en fonction de U et V, et là c'est U et V en fonction de R, mais c'est plus facile à écrire comme ça. Voilà. Et la métrique s'écrit dans ce cas-là, ds2 est égal à 32G3M3 sur RC6, vous avez mis les coefs, mais c'est pas le plus important, exponentielle de moins R C carré sur 2Gm, facteur de dV2 moins dU2, moins R2, dθ2, plus sinus carré θ dφ 2. Voilà. Donc en faisant un changement de variable voilà, de ce type-là, on trouve U et V. Donc les nouvelles variables ici c'est U et V, c'est encore diagonal, hein, ça ne l'était pas dans le cas de Eddington, hein, les termes croisés, là c'est diagonal. Et ce qui est remarquable, c'est la chose suivante, c'est que d'abord les lignes de T constant là-dedans sont des droites. Donc ça correspondrait ici, la ligne qui est ici, ça serait T égale 0. Là ça serait un T quelconque. Et ça c'est T égale l'infini. Voilà. Le point, alors ce qui est un petit peu bizarre dans ces coordonnées, mais alors, parce qu'on ne peut pas tout gagner non plus, c'est que là où avant le centre du trou noir était un point donné, c'était R égale 0, paf, ici dans ces coordonnées-là c'est une surface. Il y a tout un tas de U et de V différents qui correspondent à la singularité centrale du trou noir. Et voilà, et elle a cette forme-là dans ce diagramme-là. Ça, c'était égal à moins l'infini. Voilà, ça fait ça. Et puis les lignes à R constant, maintenant, elles ont cette tête-là. Ça, c'est R inférieur à A. La ligne R égale A se confond avec T égale l'infini dans ce diagramme. Donc ça, c'est l'horizon en jaune que je suis en train de tracer ici. Et puis les autres lignes sont de ce type-là. Voilà, ça c'est R supérieur à A. Voilà, et on aurait tout un tas d'hyperboles comme ça qui correspondent aux différents R. Et là on ne voit pas tellement ce qui est intéressant dans ce diagramme-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'une propriété vraiment super intéressante, c'est que les cônes de lumière ont leurs deux axes à 45 degrés dans ce diagramme. C'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, voilà, un cône de lumière, il est comme ça. La lumière se propage ici suivant des lignes à 45 degrés. Et donc si je veux suivre le trajet d'une particule dans ce diagramme-là, une particule qui est lâchée ici, elle fait un truc comme ça, pof, elle va aller par là-bas, et en tout endroit, son cône de lumière, comme ça, est donné par des droites, comme ça, donc à 45 degrés. Et du coup, là, on comprend, il y a certaines choses qu'on voit vraiment mieux encore que dans le diagramme qui est là-bas. On voit qu'effectivement, quand la particule est à cet endroit-là, évidemment, mes lignes à 45 degrés ici n'ont pas tous les mêmes 45 degrés là et là, par exemple. Donc, c'est pas super clair, mais je vais mieux faire celui-là. Là. Ça, c'est 45 degrés, donc là, ça va être 45 degrés ici aussi. C'est parallèle à ça. Et on voit que la particule ici, elle peut très bien aller... elle peut ne pas rentrer dans le trou noir. Si à partir de là, en suivant son cône de lumière, je la fais aller dans la direction qui est ici, elle va pouvoir ne pas s'approcher indéfiniment de l'horizon. Mais on voit par contre qu'une fois qu'elle a traversé ici, une fois qu'elle a traversé l'horizon, on voit que nécessairement, alors on ne voit peut-être pas bien sur le dessin ici, mais la forme de la surface qui est ici, en fait, elle s'étend à l'infini, et à partir de le point qui est ici, par exemple,
la droite qui est là, si je la prolonge, elle va finir par taper sur la surface qui est ici. C'est-à-dire que la surface qui est là, elle est contenue dans le cône futur, dans le cône de lumière du point qui est ici. Ce qui veut dire que le point qui est ici ne pourra pas échapper à se retrouver au centre du trou noir. Il est condamné, il ira nécessairement. Ici, ce n'est pas le cas, mais à l'intérieur du trou noir, toutes les lignes d'univers finissent par tomber à l'intérieur du trou noir. Ça, c'est lié aussi à quelque chose dont je vous ai parlé. Les coordonnées R et T sont échangées à l'intérieur du trou noir. Ça veut dire que c'est R qui devient une coordonnée temporelle. C'est R qui avance de manière inexorable, comme le temps avance chez nous de manière inexorable. Donc quand on est à l'intérieur du trou noir, c'est R qui vous dit, voilà, vous allez mourir. C'est pas T. Okay. Bon, donc là, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire sur tout ça, mais du coup, je prendrai une séance probablement pour vous parler de ça. Donc, comment je vois la suite moi, de ce cours-là. J'aimerais bien vous voir pour vous parler de choses liées au trou noir encore. Je voudrais vous parler de rayonnement de Hawking. Pourquoi un trou noir émet des particules. Ça, la mécanique quantique nous dit que les trous noirs émettent des particules, ce qui est bizarre. Ce qui n'est pas complètement relié à l'aspect troublant dont on a parlé tout à l'heure. Troublant, je veux dire trou blanc. Okay. Donc je voudrais vraiment vous parler de ça. Et j'aimerais aussi vous parler de quelque chose de complètement différent, qui sont les ondes gravitationnelles. Si on n'a pas le temps de parler d'ondes gravitationnelles, c'est pas un problème. On pourra zapper, voilà. Mais par contre, le truc, finir les trous noirs, j'aimerais passer un petit peu de temps encore à vous dire des choses là-dessus. Donc on essaiera de se trouver un créneau à un moment donné pour faire ça. Ça vous va ?